Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, l'émission Éco. 2021 est venu le temps pour nous d'oser et de proposer des solutions innovantes aux entreprises de notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Dordogne Business Club. Alors le Dordogne Business Club, qu'est-ce que c'est? L'objectif est de rassembler les entreprises des 4 secteurs formant notre territoire. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il y a un responsable par secteur dont le but est de tout mettre en œuvre pour améliorer la synergie entre les entreprises de notre territoire. Des réunions sont mises en place toutes les semaines, le mardi, en alternance sur les différents secteurs, afin de mieux faire connaissance et de mettre en avant vos entreprises. Le thème de l'émission aujourd'hui est la construction de maisons individuelles, de maisons neuves, et tout de suite, le sommaire. Pour ce faire, nous recevrons aujourd'hui Sandra Bazas, des Maisons SIC, Sébastien Bouche, de la centrale de financement, et Jean-Baptiste Trunzer, de l'agence Swiss Life. Sandra Bazas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale des Maisons SIC. Tout à fait. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous présenter les Maisons SIC? Tout à fait. Alors, Maison SIC, pour tout vous dire, signifie déjà Société industrielle de construction. Nous sommes implantés dans le Grand Sud-Ouest. Nous sommes une entreprise familiale avec une expérience notable puisque nous assumons bientôt 5 décennies de construction de maisons individuelles. Belle longévité. Tout à fait. Nous réalisons environ 300 maisons à l'année pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Notre principal atout est de bénéficier de notre propre engineering sur la fabrication de nos maisons, c'est-à-dire que nous maîtrisons les matériaux et la maîtrise d'œuvre. Sachez également que nous sommes un constructeur généraliste puisque nous nous adaptons à tout type de demande, que ce soit la construction traditionnelle comme la construction à ossature bois. De même, nous réalisons des maisons avec des lignes contemporaines, une forte demande actuellement sur du toit-terrasse par exemple, mais également des maisons avec des lignes plus classiques, adaptées à nos villages ruraux de notre sud-ouest. D'accord. Donc en fait, vous ne proposez pas seulement des plans préétablis, mais ça peut être aussi à l'aide d'un architecte, selon le désir du client, faire une maison vraiment à son image. Exactement. Nous avons effectivement un catalogue de maisons à soumettre à nos clients, mais nous disposons également de notre propre bureau d'études avec des dessinateurs projeteurs, une architecte, ce qui nous permet de réaliser des maisons, on va dire, uniques, en tout cas des créations vraiment uniques. Donc nous nous adaptons vraiment aux souhaits du client, à l'impératif du terrain et au budget également. D'accord. Qu'est-ce qui va déclencher chez le client la volonté de venir vous voir pour faire construire une maison? Quelles sont ses motivations en fait pour faire bâtir? Essentiellement, la volonté d'avoir un habitat sur mesure dont les volumes sont adaptés à ce que les gens ont besoin, ce qu'ils ne trouvent pas forcément dans l'ancien avec des volumes trop grands ou mal proportionnés. Souvent, on rencontre des clients qui ont cherché dans l'ancien et qui se retournent plutôt vers le projet de la construction pour avoir une meilleure personnalisation de leur projet. Un autre atout important sur la construction, c'est le confort, qu'il soit acoustique ou thermique, que l'on n'a pas forcément sur un habitat existant. Avec les nouvelles normes, exactement. Voilà. RT bientôt. RT 2012 et bientôt la RT 2020, réglementation thermique. Oui. D'accord. Qui va rentrer en vigueur, vous savez à peu près quand? Alors, c'était prévu pour cet été, mais je pense que ça sera décalé au mois de janvier 2022. Un petit peu décalé, d'accord. Donc en fait, ça rejoint un peu les critères que recherchent les clients, ce désir d'avoir une maison à leur image, ce qui va bien sûr les différencier de l'ancien, où là, ils sont obligés de faire en fonction de l'existant et ils ne sont pas tout à fait aussi libres. Qu'est-ce qui fait que vos maisons sont particulièrement réussies? En gros, qu'est-ce qui fait votre différence peut-être par rapport à la concurrence? Quel est le petit plus des Maisons SIC? Il y en a beaucoup chez nous. Mais tant mieux. Non, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous disposons de notre propre bureau d'études. Donc déjà, on a l'avantage de pouvoir vraiment personnaliser nos plans de maison.
Également, il faut savoir que nos conceptions de maisons sont liées à la notion de conception bioclimatique, c'est-à-dire que nous prenons en compte notamment l'exposition de la maison par rapport à son ensoleillement. Par rapport à ça, nous allons réaliser une étude qui s'appelle le besoin bioclimatique, à savoir comment va réagir la maison sans isolation et sans chauffage. Selon les résultats de cette étude, nous dimensionnons les puissances de chauffage et nous renforçons l'ensemble de l'isolation sur nos maisons, que ce soit l'isolation par le plancher, sur les murs périphériques et également dans les combles. Également, sur la réalisation de nos maisons, nous utilisons beaucoup les énergies renouvelables, telles que la pompe à chaleur, l'énergie solaire, les chauffe-eau thermodynamiques, ce qui permet surtout de rendre les maisons moins énergivores, donc justement pour entrer dans la norme de la RT 2012 et bientôt RT 2020, et également pour être aussi en adéquation avec les normes écologiques actuelles. Un dernier élément qui est un plus également chez Maison SIC, c'est la prise en compte de la qualité de l'air. C'est-à-dire que là également, sur nos maisons, nous évitons les entrées d'air parasites, ce qui permet à nos clients de moins se chauffer, de faire plus d'économies par rapport à un logement standard. D'accord, donc on voit bien que vous avez bien intégré toutes les questions écologiques qui sont prépondérantes de nos jours. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui veut faire construire une maison? Alors, principalement de bien se renseigner auprès des interlocuteurs qu'ils vont consulter pour leur projet. Surtout au vu, j'ai envie de dire, de l'époque actuelle que nous traversons, sur leur santé financière, sur leur sérieux, leur pérennité dans le temps, c'est vraiment important. Également, à titre de conseil, je dirais de bien prendre le temps de choisir son terrain, son emplacement, les commodités qui vont avec. C'est un critère très important. Également, je parlerai de l'architecture parce que c'est vrai qu'on parle, tout à l'heure on parlait des volumes, on parle beaucoup d'aménagement intérieur, mais de l'aménagement intérieur induit l'aspect extérieur. Et c'est un élément architectural à ne pas mettre de côté. D'accord. Vous nous parliez de terrain. Est-ce que vous, en tant que constructeur, vous avez la possibilité de proposer des terrains ou peut-être via des partenaires? Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons sur un fichier terrain que chaque équipe, chaque agence entretient via notre prospection, que ce soit en agence immobilière, auprès de partenaires fonciers, auprès de géomètres, de notaires, d'autres professionnels. Nous démarchons également les mairies, directement des propriétaires qui mettent également des terrains en annonce sur tout le Bon Coin, sur tous les sites internet et publicitaires que l'on a aujourd'hui comme support. Donc oui, tout à fait, nous sommes à même de présenter des terrains et que l'on fait visiter par la suite à nos clients. D'accord. Donc vous pouvez proposer, accompagner le client, on va dire, du début du projet vraiment jusqu'à la fin. Exactement. C'est aussi l'intérêt de travailler avec un constructeur, c'est qu'effectivement, depuis juste l'idée de se lancer dans un projet de construction, nous pouvons amener nos clients sur la visite de terrain, on va le voir après par la suite, mais sur également un accompagnement bancaire avec nos partenaires et puis toutes les démarches administratives qui vont avec. C'est l'intérêt justement de travailler avec un constructeur, c'est que vous pouvez vous reposer sur lui. D'accord. On entend souvent parler de maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence pour que les auditeurs comprennent bien cette différence-là? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en maître d'ouvrage, donc ça signifie que nous travaillons sur un support qui est le contrat de construction. J'y reviendrai peut-être par la suite, mais ça permet justement de mettre un cadre juridique dans le projet des clients en justement… de le protéger, donc. Exactement, tout à fait. Un cadre juridique pour les clients en fixant le prix et les délais dans le temps pour nos clients. Donc, sans mauvaise surprise pour lui, contrairement à un maître d'œuvre qui, lui, par contre, il faudra démarcher chaque artisan, chercher à récupérer leurs assurances. D'accord, donc entre guillemets, c'est plus confortable comme solution et plus sécurisant pour le client. Pour le client et également, j'ai envie de dire, aussi pour le banquier qui traitera le dossier, puisque
la majorité de nos clients financent Bien sûr. via un prêt. Et effectivement, venir avec un contrat de construction, c'est sécurisant aussi pour le secteur bancaire. D'accord. Vous parliez de ce fameux contrat de construction. Est-ce que vous vouliez peut-être apporter quelques précisions à son sujet? Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est le seul cadre juridique légiféré qui est donc ce contrat de construction qui date de 1990. Ce contrat, effectivement, il a aujourd'hui 30 ans, il a fait pleinement ses preuves et répondu à de nombreuses exigences. Donc, comme je l'évoquais, le choix de travailler avec un constructeur et de bénéficier de ce contrat de construction de maisons individuelles, c'est pour les clients synonyme de sécurité, de valorisation de son patrimoine et de crédibilité vis-à-vis du secteur bancaire. D'accord. Selon vous, dans ce projet de construction, quels sont un peu les moments clés, les moments forts, les différentes étapes auxquelles doit s'attendre le client qui veut passer par donc, vos services? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il Bon, y a alors on va beaucoup. prendre le temps de les énumérer. Non, il y en a beaucoup, mais je dirais que déjà le premier, c'est l'engagement du client avec le constructeur de son choix. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le mariage pour la Donc, maison. le fameux contrat de construction. C'est ça. D'accord. C'est un engagement. Hein. Donc, on va passer entre 12 et 18 mois avec nos clients au fil des différentes étapes de leur projet. Et ça nous permet effectivement de créer des liens assez forts avec eux. Également, le démarrage des travaux est un moment important pour les clients également, puisque eux voient enfin la concrétisation de leurs idées, de leurs plans prendre forme. Ils sont ravis et nous on est contents également de les accompagner sur cet aboutissement. D'accord. Il est important aussi pour eux, j'imagine, de suivre les différentes étapes Oui. de la construction pour qu'il n'y ait pas de quiproquo au niveau entre la différence de ce qui va être fait concrètement sur le terrain et de ce qui était prévu sur le contrat ou sur le plan. Tout à Donc fait. ça, je pense que c'est important, c'est peut-être quelque chose que vous leur conseillez de faire? Exactement. Il faut savoir que, voilà, comme je l'ai évoqué au début, nous encadrons et nous accompagnons l'ensemble de nos clients dans toutes les démarches, mais également sur ensuite les étapes de la construction avec les différentes réunions de chantier qui sont organisées. Donc, ça permet effectivement de lier et de concrétiser le lien avec nos clients et jusqu'à la fin des travaux, la remise des clés qui est en général le moment assez sympa, je dirais pas festif parce qu'on ne boit pas le champagne à chaque fois, mais c'est dommage. La réception des maisons est toujours un aboutissement et un agréable moment, que ce soit pour le commercial comme pour les clients. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de délai. Qu'est-ce qu'il faut compter en moyenne, si bien sûr il n'y a pas, j'imagine, d'incident majeur, d'intempéries particulières? Quel délai il faut compter entre le moment où on va signer un contrat de construction avec vous et le moment de la fameuse remise des clés? Alors, ça peut varier selon le volume de la maison, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on est entre 12 et 18 mois à peu près de délai de travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, chez Maison SIC, comme je l'ai dit, nous sommes une entreprise générale du bâtiment. Nous avons notre propre engineering. Donc, au même titre que l'on s'occupe de toutes les démarches administratives pour nos clients, administratives et bancaires, également, nous avons nos propres équipes. Donc, en termes de délai de construction, ça nous permet également, en maîtrisant tout, d'être, on va dire, un peu plus rapide peut-être que nos confrères. Donc, sur une maison lambda d'environ 100 mètres carrés, nous serons sur un délai de 12 mois. Au-delà, ça peut aller jusqu'à 18 mois. Ça peut varier selon le volume de la maison. Sandra Bazas, merci pour votre Merci à vous. intervention. Merci d'être venue. Et nous allons passer dans un instant sur le volet financement avec un courtier, Monsieur Sébastien Bouche, qui représente la centrale de financement. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie pour parler du volet financement et nous recevons Monsieur Sébastien Bouche de la centrale de financement. Bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Sébastien Bouche, quel est le rôle d'un courtier en prêt immobilier? Alors le rôle d'un courtier, c'est d'accompagner les clients dans la recherche de leur prêt, dans la meilleure possibilité qu'on trouvera aujourd'hui sur le marché, au niveau du taux, au niveau des garanties, au niveau des frais de dossier. En fait, on négocie tout ce qui va toucher le portefeuille des clients. Donc voilà notre travail de courtier en fait, et d'un accompagnement. D'accord, donc en fait, en quelque sorte, vous remplacez le travail de plusieurs banques. C'est ça.
Le but, c'est que le client se sente rassuré, qu'il n'ait pas cette démarche à faire de banque en banque, puisque nous, en fait, on négocie beaucoup avec les pôles prescription et non pas avec les banques en direct. Donc, avec tous les partenariats qu'on a, nous, aujourd'hui sur le marché, ça nous permet d'avoir un poids beaucoup plus important, puisqu'on a toutes les banques dans notre poche. Ça nous permet de négocier et d'envoyer les dossiers au bon endroit, dans la bonne banque, pour avoir les meilleurs taux possibles. D'accord. Donc on a tout intérêt de passer par un courtier Tout à fait. en prêt immobilier. Comment devient-on courtier en prêt immobilier? Alors, moi, ma façon, enfin, personnellement, ce qui me concerne, pendant des années, dans une quinzaine d'années, j'ai fait que négocier plusieurs supports. Donc, la phase de négociation, le relation clientèle, cet aspect humain, en fait, qu'on a avec le futur client, nous permet aujourd'hui, avec des formations, des peut-être, formations, voilà, d'accord. tout à fait, des formations sur le prêt immobilier, tout ce qui est prêt immobilier, m'a permis aujourd'hui d'acquérir la centrale de financement qu'Anthony Strulens a mis en place en 2016. Donc on est rentré pratiquement en face en même temps. Et ça fait maintenant 6 ans que j'accompagne mes clients et que je peux proposer ce qui se fait mieux aujourd'hui sur le marché. D'accord. Comment les clients décident-ils de faire appel à un courtier? Alors, les clients, souvent, c'est des on-dit, en fait. Ils ont entendu parler d'un D'accord. courtier. Donc du bouche à oreille. Du bouche à oreille, des amis, des collègues. Ça peut être aussi des agents immobiliers. D'accord. Ça peut être aussi des constructeurs. Quand ils reçoivent les clients, eh bien, ils nous les renvoient pour qu'on puisse voir la faisabilité de leur enveloppe. Avoir une enveloppe souvent plus précise que ce que la banque peut proposer, parce qu'on prend tous les critères en place, nous. Et donc, du coup, ça nous permet surtout de leur trouver quelque chose de tout à fait convenable dans leur projet, en fait, et ces fameux accompagnements. D'accord. Quand vous dites vous prenez tous les critères en compte, vous prenez des choses en compte que ne prennent pas forcément les banques? Eh bien, souvent, le calcul d'enveloppe est erroné. À la place, quand la banque propose le projet, qui donne un accord de projet, même souvent, on se retrouve avec des clients qui viennent dans nos bureaux en disant je suis déçu, ça fait 2-3 mois que j'attendais, on vient de nous mettre un refus. Donc, c'est pour ça l'importance de venir voir un courtier au départ, parce qu'on donnera une enveloppe beaucoup plus juste et peut-être plus élevée que ce que propose la banque. D'accord. Parce que vous intégrez peut-être des postes entre guillemets de dépenses qui n'étaient pas forcément prévus par la banque? Voilà, tout à fait. Souvent, ils donnent des enveloppes sur juste des bases de salaire. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. On prend toutes les charges et on donne des enveloppes souvent plus grosses ou des fois plus petites que ce que la banque a proposé. Ça dépend. Donc Voilà. vous vous ajustez vraiment au mieux par rapport à la situation. Vous êtes au plus près, on va dire, de votre client. Il y a peut-être aussi cette question de proximité, peut-être par rapport à une banque généraliste, où on n'a pas forcément affaire toujours aux mêmes conseillers, où c'est compliqué de les joindre parce qu'ils sont sur des plateformes téléphoniques, des choses comme ça. Il y a peut-être cette différence-là, peut-être, avec vous? Il y a la difficulté d'avoir les conseillers ou les conseillères bancaires au téléphone. C'est très difficile d'avoir des rendez-vous avec le Covid, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué. Nous, on est formés, on fait que du crédit. On fait du crédit toute la journée. D'accord. Donc, on a cette possibilité et cette chance Oui. de pouvoir leur proposer ce qui va se faire de mieux sur les crédits, en fait. D'accord. À quel moment, en fait, je suis client, j'ai un projet, pour quel type de projet je peux faire appel à vous et à quel moment vous sollicitez, en fait? Alors, le but de nous solliciter, c'est le plus tôt possible. Parce que il peut y avoir aussi, les clients peuvent aller voir leur banque, c'est pas grave, puisque du coup, des fois, s'ils ont un refus, nous, on trouvera d'autres solutions avec tous nos partenaires bancaires. Mais la plupart du temps, il vaut mieux qu'on ait de suite accès pour qu'on donne la bonne enveloppe, pour éviter de signer un sous-seing, de présenter un projet avec un constructeur ou un achat immobilier avec des agents immobiliers, et qu'à la fin, le dossier parte refusé. Nous, notre travail, plus tôt on a le client, plus tôt on pourra l'aiguiller sur les bons projets et le préparer à ce projet-là. D'accord. Est-ce qu'un projet, justement un projet dans le neuf, puisqu'on parle aujourd'hui de construction de maisons individuelles, de maisons neuves, est-ce que c'est plus compliqué qu'un projet dans de l'ancien? Alors probablement, pour un particulier, c'est un peu plus compliqué. Les banques ont
ont légèrement changé leur position récemment. Donc aujourd'hui, il faut quand même certaines garanties pour présenter un projet dans une banque avec un constructeur ou pour un achat immobilier. D'accord. Alors le nerf de la guerre, bien entendu, j'imagine que vos services ont un coût, donc en moyenne peut-être, je ne sais pas quelle est votre méthode de calcul, mais combien coûtent vos services, combien ça va me coûter de faire appel à vos services? D'accord. En premier lieu, on est payé par la banque. C'est une commission en fait qui nous est reversée par chaque banque qu'on a négociée, en fait, sur l'ensemble du monde du courtage. En fait, on a négocié des pourcentages. Donc ça repart de la portefeuille du client. Ça, c'est la banque déjà. On lui apporte un nouveau prospect, un nouveau client. Et donc du coup, il nous commissionne à cette base-là. Ensuite, on a le client qui paye aussi des frais pour présenter son projet. Suivant la complexité du projet, ça dépend des projets en fait, entre de l'achat immobilier, de la construction ou du regroupement de crédits. Suivant les profils, en fait, ça peut changer au niveau du tarif. On a la particularité dans la centrale de financement qu'on a une grosse forme de parrainage où quand ils viennent de la part de quelqu'un ou qu'on a des versements de parrainage qui permettent surtout de rembourser pratiquement en totalité les frais de courtage et par la suite gagner encore de l'argent. D'accord. Juste pour terminer sur cette question de coût, quelle est la proportion donc, du coup, entre la partie rémunération de la banque et la partie payée par le client? Le coût, à la louche. Alors, entre 1 et 2 %. D'accord. Entre 1 et 2 %. Et en proportion entre les deux, c'est 50-50? Non, pas du tout. C'est plus complexe que ça, puisque suivant les banques, il y a plusieurs pourcentages. Il y en a d'autres qui payent beaucoup moins que d'autres. Nous, en fait, c'est toujours la particularité du client. On ne se base pas trop sur la commission qu'on a, nous, derrière au niveau des banques, puisque nous, le but, c'est que le client, il y gagne. Pour nous, 1 euro, c'est 1 euro. Et s'il vient nous voir, c'est justement pour gagner le maximum d'argent. D'accord. Merci, Monsieur Bouche, pour ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous faisons une petite pause et nous allons nous retrouver donc pour la partie assurance. Je vous dis donc à tout de suite. Nous nous retrouvons pour donc cette troisième et dernière partie de l'émission Éco et nous allons aborder donc la question assurance avec Monsieur Jean-Baptiste Trunzer, donc qui représente la compagnie Swiss Life. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Eddy. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots donc votre compagnie d'assurance? Ok. Donc je suis Jean-Baptiste Trunzer, je suis agent général pour la compagnie Swiss Life, qui, comme son nom l'indique, est une compagnie donc d'origine suisse, qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui va être retraite ou placement. Puisque là, on le voit par rapport aux dernières actualités, on est l'un des premiers assureurs à avoir proposé les 3 étages de la loi Pacte au niveau du plan épargne retraite, donc que ce soit individuel, obligatoire ou collectif. Et donc sur le marché, plutôt sur la protection sociale du dirigeant ou du chef d'entreprise. D'accord. Alors pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, puisque là le sujet c'est la construction de maisons individuelles, donc de maisons neuves, quelles sont les assurances obligatoires dans le cadre d'une construction? Donc voilà, comme je viens de vous l'expliquer, ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais j'ai quand même bien travaillé le sujet donc pour être à même de vous répondre à ces différentes questions. Donc, au niveau des assurances obligatoires, elles ont été instituées par la loi dite loi Spinetta en janvier 1978. C'est une loi qui a pour objectif donc, de protéger le consommateur, surtout lors de construction donc, de maisons individuelles, de rénovation ou sinon d'agrandissement. Donc, c'est une loi qui est articulée autour de 2 points, qui vont être notamment l'assurance dommage-ouvrage ou l'assurance décennale. D'accord. Alors justement, au sujet de ces on va dire deux principales assurances que tout le monde connaît, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que la dommage-ouvrage, l'assurance dommage-ouvrage, et qu'est-ce que l'assurance décennale? Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux? D'accord. Donc déjà, il y a une première différence, comme son nom l'explique, c'est que l'assurance dommage-ouvrage est une assurance de préfinancement des dommages qui pourraient intervenir pendant 10 ans au niveau de la construction de la maison. À savoir qu'on ne va pas attendre une décision de justice pour payer, financer les réparations qui pourraient avoir lieu. En cas de litige. Exactement, qui rendent le bien impropre à son utilisation. Inversement, vous allez avoir l'assurance décennale qui, elle, de son côté, est prise donc par les entrepreneurs, qui va être prise par les maîtres d'œuvre, les architectes, qui, elle, couvre les dommages qu'ils pourraient avoir causés auprès de leur maître d'œuvre, qui peut être un particulier par exemple.
D'accord. Donc la solution entre guillemets la plus confortable, c'est, si j'ai bien compris, la dommage ouvrage, Qui est obligatoire. qui est d'une part. obligatoire, d'accord, Exactement. et qui va faire le lien immédiatement suite à un litige ou un sinistre, Exactement. dans cette fameuse garantie des 10 ans, qui est la même chose que la décennale, mais la différence, c'est que la décennale, elle couvre chaque artisan indépendamment, c'est ça? Exactement. D'accord. On va faire en premier lieu, la dommage ouvrage va intervenir. Elle va permettre à l'interlocuteur, qui peut être un particulier, donc, de bénéficier donc, des garanties pour retrouver sa maison en ordre d'utilisation. Et ensuite, après décision judiciaire qui permettra de mettre les responsabilités en face de chacun des intervenants, donc de se retourner contre ces personnes-là. D'accord. Alors, cette fameuse dommage ouvrage, qui doit la souscrire? Le client, le constructeur? Comment Exactement. ça se passe? Alors, il y a deux choses. Ça peut être le client de son propre côté, mais comme a évoqué mes précédents intervenants, notamment au niveau des constructions de maisons SIC, il peut y avoir un contrat de construction, et dans ce contrat de construction est marqué la dommage ouvrage qui a été souscrite pour le particulier. D'accord. Donc ça semble très important donc, de bien prêter attention à cette dommage ouvrage. Justement, lorsque donc vous, en tant qu'assureur, vous le proposez, à quoi doit-on faire attention quand on choisit sa dommage ouvrage? D'accord. Quand elle n'est pas incluse, si j'ai bien compris, dans le contrat de construction. Exactement. Ce qui se passe, on a entendu il y a quelques années, ça fait beaucoup de bruit au niveau de certains assureurs qui étaient installés dans des paradis fiscaux. On a vu certains assureurs qui n'avaient pas les épaules pour assumer un risque. Donc ça, c'est le principal outil, c'est de voir un assureur qui a pignon sur rue. Ça, c'est vraiment la priorité pour être sûr d'avoir une garantie qui sera mobilisable si demain vous venez à avoir un sinistre. Donc ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Donc, entre guillemets, une société suffisamment reconnue et solide pour avoir les fonds nécessaires en cas de sinistre pour pouvoir indemniser donc, ses clients. On a eu des sociétés, par exemple, installées à Gibraltar, et on s'est aperçu que ces sociétés n'avaient pas suffisamment les épaules solides pour pouvoir faire face à des risques massifs au niveau de la dommage ouvrage. Donc ça, c'est vraiment important à vérifier. C'est le point principal qu'il faut prendre en considération. D'accord. Donc là, on a abordé les deux principales assurances, que sont donc la dommage ouvrage et la décennale. Est-ce qu'il y a d'autres assurances auxquelles il faut penser, ou des assurances peut-être facultatives, mais recommandées? Qui peuvent être intégrées notamment dans les contrats de construction, oui. Qui peuvent être donc la livraison du chantier à l'heure. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure par la précédente intervenante, et qui mettait en avant la date de livraison du chantier, qui devait être importante aussi pour le particulier. Donc ça, c'est une première garantie. Vous avez aussi la tout risque chantier, qui, elle, peut aussi intervenir en cas de dommage qui aurait lieu pendant le chantier lui-même. D'accord. Autre assurance, entre guillemets, plus classique, l'assurance habitation. Exactement. Lors de la construction d'une maison individuelle, à quel moment doit-on assurer sa maison? Alors, ça peut être lors de la livraison définitive du chantier, donc quand on a par exemple un contrat de construction, ou il faut l'assurer au moment où elle est hors d'eau, hors d'air. D'accord. C'est à ce moment-là que l'assurance doit intervenir. Alors vous pouvez nous rappeler hors d'eau, hors d'air? Donc c'est quand elle est couverte. D'accord. Okay. On va schématiser de cette façon-là. Quand elle est couverte, vous avez la possibilité donc, de prendre l'assurance. Certains assureurs, par exemple, vous offrent la possibilité, entre le moment où elle est hors d'eau, hors d'air et habitable, ils vous font une garantie sans vous faire payer de supplément, à condition bien évidemment que vous prenez l'assurance habitation lorsque la maison est livrée. D'accord. Sur cette assurance habitation, quels vont être les éléments qui vont rentrer dans le calcul du coût de cette assurance habitation? Pour l'assurance habitation, en général, on fonctionne en nombre de pièces. C'est-à-dire qu'on va fixer un nombre de pièces qui définiront donc le coût de la reconstruction en cas de sinistre total. Ce n'est pas forcément la superficie, c'est le nombre de pièces? Pas sur l'habitation. D'accord. Beaucoup fonctionnent au nombre de pièces. Sur d'autres types d'assurance habitation, type quand on est propriétaire non occupant, on va plutôt parler en termes de superficie. Là, on sera plutôt en nombre de pièces, puis en contenu. Et le troisième point, ça va être plutôt les options que vous pouvez rajouter à votre contrat. Par exemple, on peut avoir une garantie valeur à neuf pour tout ce qui va être matériel. Donc ça peut être ajouté. Il peut y avoir aussi la protection juridique. On entend aujourd'hui de plus en plus de sinistres ou de dommages qu'il peut y avoir entre un tiers et un contractant, qui peut être par exemple un organisme de téléphonie, par exemple, sans vouloir leur porter préjudice, mais bon,
Ça peut être ce genre de choses. Et la protection juridique peut vous aider à vous défendre contre ce genre d'organisme. Cette protection juridique, c'est peut-être aussi, ça peut régler des problèmes de voisinage éventuellement, des choses comme Exactement, chose qu'on entend beaucoup à la télé, effectivement. D'accord, effectivement. Quelles sont les garanties importantes de l'assurance habitation? C'est surtout cette notion de déclaration en termes de pièces. Parce que si vous avez un sinistre, la première chose que va faire un expert, c'est qu'il va vérifier la conformité de ce qui a été donné comme élément et il appliquera, si ce n'est pas conforme, une règle proportionnelle qui diminuera le montant que vous aurez à avoir en termes de remboursement de votre sinistre. Donc ça, c'est vraiment faire très attention. N'hésitez pas à solliciter votre assureur pour qu'il fasse une visite de risque. Ça aussi, ça ne se fait pas forcément chez tous les assureurs, mais ça peut permettre de faire un transfert de responsabilité, non plus par rapport à votre déclaration, mais par rapport à la visite de risque qui a été faite par l'assureur. D'accord. Bon, j'ai quelques coups de fil à passer alors. Très bien. Je suis ça par exemple, si vous voulez. Pourquoi pas. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Cette émission Éco touche à sa fin. Nous vous retrouverons dans une deuxième émission à venir où nous parlerons cette fois-ci d'un tout autre sujet que sont les voitures électriques. Je vous remercie de votre attention. Je remercie donc mes invités d'avoir répondu présent et je vous dis à bientôt.